Bonjour et bienvenue sur le podcast À la rencontre d'un doctorant, podcast qui donne la parole aux doctorants de l'École des Ponts ParisTech. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Francesco Piccioni. Bonjour Francesco. Bonjour. Francesco, tu étais doctorant de 2017 à 2021 au LESU, le laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains de l'École des Ponts ParisTech. Tu as également passé quelques mois de ton doctorat au laboratoire MISTEA de l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Montpellier. Tes travaux de recherche portaient sur les écosystèmes lacustres dans un contexte de changement climatique, stratégie de modélisation couplée hydrodynamique et biogéochimique. Donc je te laisse nous expliquer un peu plus en détail ton travail. Oui, alors pour résumer, effectivement, on peut dire que, disons, les macro-sujets de mon doctorat était l'impact des changements climatiques sur les milieux aquatiques et, comme tu l'as dit, effectivement sur les lacs en particulier, vu que c'est ce type de milieu que j'ai étudié. Cela reste un sujet très très vaste, il peut être abordé sous plusieurs aspects, l'aspect physique, hydrodynamique pure, biologique ou encore les impacts des changements climatiques sur des activités économiques liées à un certain écosystème. Dans mon cas, j'ai approfondi l'une des problématiques qui sont entre les plus urgentes aujourd'hui dans la gestion des milieux aquatiques dans un contexte de changement climatique, qui est celle des efflorescences de cyanobactéries, qui sont des micro-organismes potentiellement toxiques pour les êtres humains. Et la fréquence de ce type de phénomène, de ces efflorescences, avoue une augmentation significative au cours des 40 dernières années, à toutes les latitudes, plus ou moins. Et cette augmentation elle est liée à des différents types de pression anthropique, à l'augmentation des nutriments par exemple, mais aussi à l'augmentation de la température de l'eau, une action directe des changements climatiques. Donc l'idée à la base de mon doctorat est d'utiliser des outils de modélisation, comme tu l'as dit, des outils de modélisation couplés hydrodynamiques et biogéochimiques, pour essayer de reproduire ce type d'événements sous différentes conditions, essayer d'estimer les impacts des changements climatiques et aussi là où c'était nécessaire de mettre en place des techniques pour améliorer et réduire les incertitudes de certains résultats de ces modèles. D'accord, merci pour ces précisions. Justement, les cyanobactéries, on en entend parler dans l'actualité depuis plusieurs années, notamment en été, puisque tu parlais de l'augmentation des températures. Oui. Tu parlais de toxicité tout à l'heure. Quels sont réellement les risques pour l'environnement et la santé publique et quelles sont les caractéristiques de ces bactéries-là? Oui, alors les cyanobactéries sont des micro-organismes photosynthétiques, donc qui produisent de l'oxygène, et sont les plus anciens êtres vivants en forme de vie sur Terre. Et ils ont la capacité de produire des toxines qui sont dangereuses pour la plupart des mammifères, en vrai. Donc pour les chiens, pour les chats, mais aussi pour les êtres humains, pour les poissons aussi. Et donc, si on a une concentration très élevée de ces cyanobactéries dans un lac, qui est par exemple accessible pour la baignade, ou dont les eaux sont utilisées pour des prélèvements d'eau potable ou pour des raisons agricoles, chaque fois que des êtres humains ont les risques ou la possibilité de rentrer en contact direct avec ce type d'eau contaminée, il peut y avoir effectivement des risques sanitaires. C'est pour ça que c'est un sujet très répandu aussi vis-à-vis, par exemple, des enjeux de baignade, qui croître de plus en plus en importance dans les médias, aussi vis-à-vis, par exemple, des Jeux Olympiques qui arrivent à Paris, donc avec la baignade en Seine et la baignade en Marne, qui devient des sujets d'actualité. Et en termes de taille, à quoi elles ressemblent ces cyanobactéries? On peut les voir à l'œil nu Alors, on ne peut pas voir une seule bactérie à l'œil nu, mais ils forment souvent des colonies. Donc, on peut voir des petits paquets verts ou bleu-vert. Et pendant des efflorescences algales, on peut voir que ces petits paquets de cyanobactéries couvrent effectivement la surface entière d'un petit lac ou une surface considérable, plusieurs centaines de mètres carrés parfois, d'un plus grand lac, qui devient complètement vert sous, disons, les premiers 10 cm de surface. D'accord. Alors, pour revenir à ta thèse, et justement, tu parlais de lacs, d'outils de modélisation. Ton quotidien au travail, c'était quoi? Une partie sur le terrain, une partie en laboratoire, j'imagine du travail sur ordinateur aussi? Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance de faire un travail assez diversifié pendant mon doctorat. Mon principal site d'étude était un petit lac urbain qui est localisé seulement quelques kilomètres de l'école des Ponts, donc d'ici, à Champs-sur-Marne.
C'est un petit lac urbain qui mesure juste une quinzaine d'hectares, donc à peu près l'équivalent de 3 terrains de foot, et qui est utilisé comme site de baignade par les habitants du coin, et qui souffre de la présence des efflorescences effectivement de cyanobactéries assez sévères, surtout pendant la saison estivale, mais on avoue pendant mes travaux que cette période de présence des cyanobactéries sur site s'étale vers le printemps et vers l'automne, donc vers des saisons plus froides, qui ont augmenté justement leur température à cause des changements climatiques. Pour revenir un petit peu sur ta question, effectivement, à la base de mes travaux de modélisation, il y a une étape fondamentale qui est celle de la recueil des données pour les valider. Donc, on avait des sorties de terrain tous les 15 jours en été, printemps et tous les mois en hiver. Donc, on partait d'ici, de l'école des ponts, avec un petit camion, avec un Zodiac à l'intérieur qui nous permettait après d'atteindre nos 3 sites de mesure qu'on avait sur les lacs. Et donc, il fallait bien penser à s'habiller bien chaud pour l'hiver et pour la pluie aussi en hiver. Et ensuite, donc, on avait une demi-journée de terrain pendant laquelle on effectuait non seulement la maintenance des capteurs qu'on avait en continu et qui mesuraient tous les 10 minutes certains paramètres physico-chimiques qui étaient nécessaires pour mes études, mais aussi on essayait de conforter ces mesures en continu avec des prélèvements qui étaient après analysés en laboratoire par des collègues, parce que moi je ne suis pas du tout un expert d'analyse en laboratoire. Et tout ça servait effectivement, comme tu le disais, à alimenter tous les travaux de modélisation qui après a constitué un vrai 90% de mon travail. Mais effectivement, ces sorties de terrain étaient aussi un moyen de couper un petit peu la routine devant l'ordi. Donc sur le terrain, tu disais que tu relevais des données. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? J'imagine que la température de l'eau est un facteur important, mais il y a d'autres facteurs. Oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on avait des capteurs qui mesuraient tous les 10 minutes, et qui étaient des capteurs qui restaient plongés dans l'eau en permanence. Et ces capteurs-là, ils mesuraient plusieurs variables physico-chimiques, disons les variables qu'on utilise pour caractériser l'état d'un milieu aquatique classiquement, donc la température de l'eau, comme tu le disais, qui est très importante pour comprendre la dynamique des cyanobactéries qui aiment bien donc les températures d'eau chaude. Ensuite, bien sûr aussi le pH, l'oxygène, qui est aussi un très bon indicateur, disons, global de l'état de santé d'un milieu aquatique. Vous le fait que s'il y a beaucoup d'oxygène dessous, il y a probablement une efflorescence algale en cours qui produit de l'oxygène. S'il y a trop peu d'oxygène, il y a probablement trop de matière organique à décomposer, qui est un phénomène aérophage, donc qui consomme l'oxygène. Ensuite aussi, bien sûr, ces capteurs mesuraient aussi concentration en chlorophylle, qui est un indicateur de la biomasse totale présente dans un milieu aquatique, et aussi la présence des cyanobactéries à travers un pigment qui est caractéristique aux cyanobactéries, qui s'appelle phycocyanine, qui était relevé à travers des mesures optiques. Bien sûr, c'est toutes des données qui peuvent être incertaines parfois, et donc c'est pour cela que je disais, on collectait des échantillons qu'après on analysait en laboratoire pour vérifier et parfois corriger justement ce type de mesures et avoir un jeu de données qui était solide et robuste pour alimenter, caler et valider les modèles. D'accord, très bien. Je disais dans ma présentation tout à l'heure que tu avais passé quelques mois à l'INRAE. Est-ce que tu as pu travailler avec des chercheurs d'autres laboratoires pour compléter tes mesures ou eu l'occasion d'aller sur d'autres sites d'études que celui de Champs-sur-Marne? Alors, j'ai eu la possibilité de travailler avec des différents chercheurs, pas seulement des chercheurs de l'ESU. Mon doctorat, il faisait partie d'un projet de recherche plus ample, un projet franco-chinois, le projet ANR Answer, il s'appelait, qui avait justement comme sujet principal l'étude de la dynamique des cyanobactéries dans les milieux lacustres dans un contexte de changement climatique et qui rassemblait plusieurs laboratoires. En France, donc les LESU par exemple, le MISTEA à Montpellier où j'ai passé justement 4-5 mois, mais aussi donc l'Institut national chinois de recherche en géographie et limnologie, si je ne me trompe pas, qui est le NIGLAS de Nanjing, qui est une ville à environ 200 km à l'ouest de Shanghai. Et donc ce contexte m'a donné la possibilité effectivement d'échanger avec plusieurs chercheurs qui étaient issus de différents domaines de spécialisation. J'ai échangé avec des biologistes purs, des statisticiens justement au Montpellier, d'autres ingénieurs, des mathématiciens, etc.
Et donc effectivement, un des côtés assez stimulants de mon doctorat était justement cette interdisciplinarité, car des connaissances en biologie, des connaissances en ingénierie, en physique, en informatique étaient nécessaires pour poursuivre ces études. Et moi, par exemple, jusqu'ici, j'ai parlé pas mal de biologie sur les cyanobactéries, mais de base, ce n'est pas de ton domaine d'expertise principal. J'ai une formation d'ingénieur. Et donc, c'est des connaissances que j'ai dû apprendre à développer au fur et à mesure avec mes études. Et donc, grâce à ce projet franco-chinois, dans lequel s'est développé mon doctorat, j'ai eu la chance d'échanger aussi avec des chercheurs chinois qui ont attaqué, disons, la problématique des cyanobactéries plutôt d'un côté de biologistes purs, du coup avec une approche moins modélisation que moi. Et donc les échanges qui étaient franchement bien démarrés au départ de mon doctorat, bon, bien sûr avec la Chine, ont été bien ralentis, disons, à partir de 2020, avec toute la situation de Covid et de lockdown qu'on a eu. Et donc ça, c'était un petit peu dommage, mais c'était une situation qui n'était pas prévisible. Donc. Oui, je comprends bien, d'accord. Donc même si tout ne s'est pas passé comme prévu à cause de cette crise sanitaire, quels sont les résultats principaux que tu as quand même pu tirer à la suite de ces 4 années de thèse au LESU? Disons que si on veut voir mon doctorat sous les 3 volets principaux qui sont, selon moi, la recueil des données et leur analyse aussi, la modélisation hydrodynamique pure, qui est à la base après de la modélisation biologique ou biogéochimique, si on veut dire. Il y a plusieurs aspects, plusieurs résultats, disons, qui ont été tirés. Et du côté de l'analyse des données que j'ai recueillies pendant mon doctorat, déjà sur une période de 5 ou 6 ans des données, on a pu observer un étalement, justement, comme je le disais, je pense tout à l'heure, vers l'hiver et vers l'automne, donc vers des saisons plus froides, de la présence des cyanobactéries sur le site, et aussi des concentrations plus importantes parfois en été. Bon, même si, il faut le dire, comme scientifique, que bien sûr 5 ou 6 ans de données ne constituent pas une statistique significative, mais ça nous a permis quand même de voir certains des effets qui sont supposés être des effets directs des changements climatiques, comme par exemple, vraiment à la fin de mon doctorat, quelques semaines avant ma soutenance, il y a eu un épisode d'anoxie complète dans le site d'études qui était complètement sans précédent, avec donc la mort de vraiment un grand nombre de poissons, par exemple, parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dissous dans les lacs, et qui était à la suite d'une blue algale assez importante. Ensuite, pour le volet modélisation hydrodynamique pure, on a pu utiliser un modèle hydrodynamique 3D et pour reconstituer sur 60 ans dans le passé la dynamique de mon site d'études. Et cela nous a permis d'estimer et de quantifier un petit peu les impacts des changements climatiques sur ce milieu, sur ce site du côté physique. Et en particulier, bien sûr, on s'est intéressé à la température de l'eau et aux dynamiques de stratification qui sont des facteurs qui peuvent influencer la présence des cyanobactéries. Et on a trouvé une forte augmentation statistiquement significative de la température de l'eau dans ce site d'études entre 1960 et nos jours, grâce à ces simulations de long terme. Et finalement, pour les volets de modélisation hydrodynamique couplés au cycle biologique ou biogéochimique, il faut dire d'abord que les modèles biogéochimiques sont des modèles assez complexes, avec beaucoup de paramètres et avec pas mal d'incertitudes, très souvent sur aussi les données qu'on peut avoir pour les initialiser. Et donc ils sont très souvent caractérisés par une certaine incertitude qui nous a donc empêché de faire tourner des simulations de long terme comme celles que je viens de citer pour les modèles hydrodynamiques et qui nous a mené finalement à nous tourner plutôt vers des techniques qui visent à améliorer les résultats du modèle et surtout réduire leur incertitude. Et en particulier, justement, grâce à mon échange avec Mistea, j'ai pu travailler avec des spécialistes aussi du domaine et j'ai pu développer et tester une méthodologie de calage automatique des modèles multiparamètres, donc méthodologie automatisée, disons, qui sur la base d'un certain jeu de données arrive à caler les paramètres d'un modèle pour obtenir les meilleurs résultats possibles, on espère.
et une méthodologie qui est innovante, qui est basée sur des techniques de machine learning et d'analyse des sensibilités, et qui a plutôt bien marché dans notre contexte de modélisation, et qui pourra ensuite être, j'espère, testé par d'autres chercheurs à la suite de mon expérience. Très bien. Donc ces modèles, pour le moment, ils ont été utilisés pour étudier ce qui s'est passé dans le passé. Oui. Est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour prévoir ce qui se passera dans le futur? Oui, justement. Alors, ça, c'est un peu ce que je disais sur les incertitudes des modèles. Les modèles hydrodynamiques, disons qu'à l'état actuel, je généralise un petit peu, mais ils sont assez bien, ils sont robustes. Donc, ils ont déjà été utilisés pour simuler aussi dans le futur. Les modèles biogéochimiques, ils ont un peu plus d'incertitudes, qui reflètent aussi la complexité, disons, et les incertitudes qu'on a parfois dans la compréhension fine et précise du cycle biogéochimique, qui est très très complexe. Et donc, si à ça, on rajoute l'incertitude qui reste, même aujourd'hui, sur les projections futures météorologiques, par exemple, surtout au niveau de précipitations, de vent, d'humidité et de toutes ces variables. La température de l'air, elle est assez fiable sur les projections. D'autres variables un petit peu moins. Donc, il y a une incertitude qui peut augmenter dans cette chaîne de modélisation et devenir importante. Donc, il faut, bien sûr, c'est des modèles qui peuvent et doivent être utilisés dans ce type de contexte de prévision, comme tu le dis, même à long terme. Mais il faut juste être conscient du niveau d'incertitude qu'on peut avoir, les quantifier, en être conscient. Oui. D'accord, très bien, merci. Alors, avant d'arriver à l'école des ponts Paris Tech pour faire ton doctorat, tu étais en Italie, d'où tu es originaire, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce qu'à l'époque, tu t'intéressais déjà à ces problématiques-là? Alors oui, effectivement, moi j'ai une formation, comme je le disais tout à l'heure, d'ingénieur hydraulique environnemental. Il n'y a pas beaucoup de distinctions en Italie entre les deux, et que j'ai obtenu à l'université de Trento, qui est une ville dans les Alpes orientales. Et donc oui, j'ai toujours été intéressé par ce type de thématiques environnementales, de préservation de l'environnement et de correcte gestion des ressources en eau. Mais après, c'est surtout effectivement à la fin de mes études, avec mon mémoire de fin d'études, que je me suis rapproché de l'étude des changements climatiques et de leurs impacts sur les lacs en particulier. J'ai fait mon stage de fin d'études, disons, dans un laboratoire de recherche de mon université de l'époque. Et là, déjà, j'ai pu étudier effectivement l'impact des changements climatiques sur un horizon futur de plusieurs décennies, à travers un modèle hydrodynamique indé très, très simple qui tournait aussi assez vite. Et puis tester donc l'impact des changements climatiques sur la température des surfaces des grands lacs américains, donc le Ontario, Michigan, Erie et tout ça. Malheureusement, dans ces cas, j'ai utilisé que des données satellitaires, donc aucune sortie de terrain n'était prévue. Pas de voyage aux États-Unis. Pas de voyage. Mais donc ça, c'était, disons, ma première expérience vis-à-vis des lacs. Enfin, je dois aussi avouer que j'ai grandi au bord du lac des Gardes, en Italie, qui est le plus grand lac du pays, un endroit aussi très très joli. Et donc, une partie de mon intérêt pour les lacs est probablement induite en partie par mes origines. Et donc, après ces expériences-là, tu es arrivé à Paris pour ton doctorat et tu es tombé amoureux de la ville, donc tu y es resté, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant, 1 an après ton doctorat? Alors, maintenant, je suis resté effectivement sur Paris, en région parisienne. Je suis par contre sorti du milieu de la recherche pour gagner un petit peu d'expérience dans les secteurs privés que je n'avais jamais personnellement testé avant. Et donc, j'ai trouvé un poste comme ingénieur hydraulique dans un bureau d'études à Paris qui s'occupe de la gestion des ressources en eau sous plusieurs aspects. Donc, à partir de la gestion des réseaux d'assainissement et des réseaux d'eau potable, jusqu'à l'évaluation des risques de crues et à l'impact justement des sources de pollution sur le milieu aquatique, qui reste même à présent mon sujet principal même au travail, au sein de l'entreprise. Et donc, dans tous les cas, ça reste un parcours en continuité, disons, avec mes intérêts vers les thématiques environnementales et de correcte gestion des ressources en eau, qui m'avait en fin de compte motivé à démarrer mon doctorat ici à l'École des Ponts. Très bien. Francesco, merci d'avoir partagé avec nous ces 4 années de travail. Donc on te souhaite encore beaucoup de succès pour la suite. Merci.
Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre d'un doctorant à découvrir sur la revue de l'École des Ponts Ingenius sur ingenius.écoledesponts.fr.